Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme en direct depuis Cagnes-sur-Mer au restaurant du Domaine du Loup pour cette émission en podcast RVPB spéciale conférence concernant les interrogations sur les perspectives d'avenir des pays du sud de la Méditerranée, conférence qui a été présentée par l'économiste Nadir Benmati et donc je vais vous présenter un petit peu Monsieur Benmati. Tout simplement déjà cette conférence, il faut savoir qu'elle a eu lieu le 19 novembre 2013 à 19h30 au Domaine du Loup à Cagnes-sur-Mer et donc je vais vous présenter maintenant l'économiste Nadir Benmati. Il a donc présenté cette conférence, mais également en fin d'émission, il a présenté également son ouvrage qui s'appelle Méditerranée, qui est consacré à la Méditerranée et à la paix. Et cet ouvrage, son livre, traite d'un sujet qui nous concerne tous et surtout les plus jeunes d'entre nous. L'ouvrage est en cours de fin de réalisation, hein. Il est en cours de terminaison de ce livre est terminé, mais il va être bientôt publié dans quelques jours et se présentera en deux parties. La première partie sera composée de textes de diverses personnalités sur des sujets d'actualité et dont d'ailleurs la directrice du musée océanographique de Monaco qui a participé à l'élaboration de ce livre. Et ce livre a un objectif pédagogique déjà en s'adressant au public le plus large et en abordant les sujets en toute liberté. Et la seconde partie regroupera les réponses d'une vingtaine de jeunes de différents pays de la Méditerranée aux questions qui leur ont été posées. Cet ouvrage est réalisé sous l'égide du Rotary International et les bénéfices générés par cette vente de livres seront remis à une association d'aide aux enfants en difficulté. La parution de ce livre Méditerranée est prévu pour le mois de décembre 2013. Et ce livre a été postfacé par Antoine Sfer. Voilà. Alors pour contacter Nadir Benmati, vous pouvez le faire via son mail mediterapay@gmail.com et il sera en dédicace samedi 14 décembre de 15h à 18h au restaurant du Domaine du Loup à Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer. Voilà. Vous savez tout. Maintenant, je vous laisse en sa compagnie pour écouter cette conférence concernant les interrogations sur les perspectives d'avenir des pays du sud de la Méditerranée. Sujet qui est à l'ordre du jour, que j'ai intitulé Interrogation sur les perspectives d'avenir des pays du sud de la Méditerranée. Chaque mot est un peu pesé. Interrogation, c'est pour ne pas être péremptoire. Perspectives d'avenir sont liées à cette idée d'interrogation. Et pays du sud de la Méditerranée, parce qu'il n'y a pas que les pays arabes. Voilà, donc une carte rapide qui vous permet de vous resituer un peu ces pays du sud de la Méditerranée qui vont de la Mauritanie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Maghreb, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye. Après, vous avez deux grands pays, l'Égypte et au sud le Soudan. Le grand pays en vert, c'est l'Arabie Saoudite. Et puis un certain nombre de petits pays, sans oublier la Jordanie, la Syrie, le Koweït. L'Irak est inclus ici comme le Koweït et l'Arabie, même s'ils ne sont pas de la Méditerranée. Donc je vous parlerai essentiellement des pays du sud de la Méditerranée. Là je vous propose, mais vous ne pourrez pas le lire, c'est juste pour être complet, une liste des pays arabes. Le pays le plus peuplé, c'est l'Égypte, avec plus de 80 millions d'habitants. L'Algérie arrive en second, avec 37 millions d'habitants. Et sur le plan des surfaces, c'est l'Algérie qui est le pays qui a la superficie la plus importante, la superficie fait presque 5 fois la France, avec 2,4 millions. Je commencerai ces quelques mots par une citation qui est très importante pour moi, qui est la suivante. Citation du poète Aboul Qasim Chibli, qui dit « Quand le peuple voudra, le destin s'incline ». La force des peuples, quand ils se mobilisent et se soulèvent, est toujours extraordinaire.
et ils sont capables de faire plier le destin, c'est ma conviction. Les soulèvements populaires dans les pays arabes et les mouvements qu'on a connus dans beaucoup d'autres pays méditerranéens, comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, etc., ont marqué, comme vous le savez, les 3 années qui viennent de s'écouler. Ces mouvements ont semé l'espoir, mais malheureusement, le chemin reste face à beaucoup de contraintes. Les quelques mots donc se présenteront en 2 parties avec des annexes. Les annexes auront un rôle plus pédagogique, puisqu'elles me permettront de vous donner quelques définitions sur des mots, des expressions dont vous entendez beaucoup parler ces derniers temps. Donc, dans un premier temps, je vais essayer, même si vous savez beaucoup de choses sur le sujet, de faire un rappel sur la situation du monde arabe. En second lieu, je vous présenterai ce que j'appelle la problématique de base. Les rappels se feront de la façon suivante. D'abord, les caractéristiques principales, les données démographiques, situation économique, éducation, culture et maîtrise technologique, et puis les conflits, défis et les tentatives de pays du sud de la Méditerranée sont les suivantes. Donc on a souvent des organisations politiques qui sont ou des monarchies ou des républiques, mais république ou monarchie, c'est des régimes autoritaires ou des dictatures d'une manière générale. Une langue totalement dominante, qui est l'arabe, et une religion très présente, qui est l'islam. Concernant la situation démographique, très souvent on aborde les questions démographiques par les aspects quantitatifs. Je vous donnerai quelques chiffres qui vous présenteront ces aspects quantitatifs, après je vous ferai une remarque sur les questions structurelles. J'ai mis quelques chiffres pour vous donner un peu l'importance de la population à travers le temps. En 1950, les pays de la Méditerranée, dans leur ensemble, regroupaient 212 millions d'habitants, les 2 tiers se trouvaient dans les pays du nord de la Méditerranée. 35 ans après, 360 millions d'habitants, et à ce moment-là, seulement 50% au nord, donc 50 au nord, 50 au sud. En 2004, donc proche de nous, autour de la Méditerranée, 12 pays européens, c'est-à-dire 200 millions d'habitants, et autant, 200 millions aussi pour 9 pays arabes. Les prévisions pour 2025, il faut rappeler que les prévisions en matière de démographie sont beaucoup plus fiables que les prévisions en matière économique. On évalue qu'il y aura 525 millions d'habitants, dont un tiers seulement au nord, donc les 2 tiers au sud, selon le plan Dieu. Vous voyez donc que dans l'espace de 75 ans, de 1950 à 2025, on passe de 212 millions à plus du double, 523, et on inverse la situation puisqu'on passe de 2 tiers au nord à 1 tiers au nord. Ce qui est important de rappeler, nord de la Méditerranée ont une population dont la part des personnes âgées augmente, une natalité relativement faible et une espérance de vie élevée, avec les problèmes d'emploi et surtout les problèmes de prise en charge des populations âgées. Dans les pays du sud de la Méditerranée, on a encore une population. Ils ont encore une population avec une part importante de jeunes, malgré la baisse des taux de natalité partout. Là, il y a baisse des taux de natalité, avec des problèmes d'emploi, mais d'autres types de problèmes d'emploi, et des problèmes de réponse aux besoins sociaux, santé, habitat, enseignement, etc. On parle souvent de pyramide des âges, et en fait, dans les 2 cas, c'est plus des pyramides. Dans le premier cas, la pyramide n'a quasiment une base qui se rétrécit, puisque les jeunes ont une part relativement peu importante dans la pyramide, avec une pyramide ventrue et qui voit un peu son élargissement aller vers le sommet. Et dans les pays du Sud, la base reste très, très élargie et elle ressemble encore un peu à une pyramide, même si sur la partie centrale, on voit aussi des évolutions. C'est quelque chose sur lequel on peut revenir parce qu'il va déterminer cet aspect de structure de population, déterminer ce qui va se passer dans les décennies à venir en Méditerranée, dans le monde entier, puisqu'on considère qu'1 milliard de personnes vont certainement bouger dans les 3 ou 4 décennies qui arrivent. Il est vrai que sur ce milliard, il y en a beaucoup qui bougeront à l'intérieur des pays, comme par exemple en Chine, où il y a beaucoup de gens encore qui vivent au milieu rural. En ce qui concerne les 22 pays arabes, la population est actuellement de plus de 360 millions, comme je vous le disais. Et je vous rappelle qu'environ 20% de la population
des musulmans. Ils représentent seulement 20% de la population des musulmans dans le monde, qui est au total d'1,6 milliard. Uniquement en Inde, où il y a plus de 100 millions de musulmans, mais ce n'est pas le pays où il y a le plus de musulmans, il y a plus de musulmans que dans le pays arabe le plus peuplé, c'est-à-dire l'Égypte. Évidemment, vous avez compris que la Turquie, pays musulman, n'étant pas un pays arabe, n'est pas comprise dans ce total. Elle a plus de 75 millions d'habitants. Voilà un peu quelques données pour situer, pour donner des repères concernant ces aspects démographiques, tant quantitatifs que sur le plan structurel. Sur le plan économique, le développement économique est caractérisé par des grands contrastes entre le sud et le nord. En moyenne, on estime que le PIB par habitant, c'est la production interne brute par habitant, c'est la valeur un peu de la production du pays. Elle est grosso modo 10 fois supérieure dans les pays du nord par rapport aux pays du sud. Je vous ai donné quelques chiffres. Par exemple, en France, en 2006, 35 400, 32 000 en Espagne, 22 000 au Portugal, alors que c'est 3 500 en Algérie ou en Tunisie, moins de 2 000 au Maroc et moins de 2 000 en Mauritanie. Donc on voit une distorsion extrêmement importante. Dans beaucoup de pays arabes, plus des 2/3, ça c'est une donnée extrêmement importante, plus des 2/3 du PIB, de la valeur de la production nationale globale, sont assurés par les hydrocarbures, malheureusement sans impact réel sur le développement économique et social, sachant que les hydrocarbures ne sont pas une richesse inépuisable. Vous imaginez les problèmes que cela peut poser à la vie. Les relations commerciales entre le sud et le nord sont importantes, mais par contre les relations commerciales entre les pays du sud sont très Je ne vais pas trop vous donner de chiffres, c'est juste pour le cadre et on passera à des choses plus intéressantes. La part des investissements directs des pays de l'Union européenne dans les pays du Sud n'est que de 2%. Les USA, par exemple, dans leur Sud, ils investissent à peu près 20% dans leur Sud sur l'ensemble des investissements directs qu'ils font dans le monde. Le Sud n'est pas un partenaire économique pour le Nord. C'est un marché, un fournisseur de matières premières ou de produits très faiblement élaborés. En fait, à l'échelle globale, si on compare la situation des pays à la situation des pays dans le monde entier, l'examen sur une longue période des performances économiques du monde arabe montre clairement que l'on est en présence d'une régression systématique et durable en matière de positionnement relatif dans la région. Positionnement relatif, c'est-à-dire que malgré l'évolution positive comparée à l'évolution dans le monde et particulièrement aux pays émergents comme le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, pour nommer que cela, en termes relatifs, c'est plutôt il est clair qu'envisager sur la longue période, sur la longue durée, le positionnement relatif de la région dans l'économie mondiale ne cesse depuis longtemps déjà et régulièrement de se dégrader, et on verra pourquoi. Et la raison, elle est là. Dans le domaine aujourd'hui décisif de la maîtrise des savoirs contemporains, les capacités de la région demeurent extrêmement limitées. À cet égard, c'est probablement pour moi, c'est même moi le problème numéro 1 pour ces pays. À cet égard, les performances des systèmes d'éducation et de formation, souvent analysées sous le prisme déformant des seuls indicateurs quantitatifs. C'est-à-dire quand on fait une analyse, quand on voit des tableaux, on ne nous donne que le taux d'alphabétisation ou des données quantitatives sur le nombre de personnes qui vont à l'école ou qui vont à l'université, etc. Mais ça fausse toutes les données. Donc en règle générale, plutôt satisfaisant, donc ces indicateurs, ils doivent être toujours relativisés. En effet, deux carences majeures, très largement répandues, les caractérisent dans la région. Parce qu'on se pose très souvent la question, pourquoi certains pays, particulièrement ceux-là, n'ont pas de résultats sur la production du savoir, sur la création, dans le domaine de la recherche, etc. Les deux carences des systèmes d'éducation et de formation sont, de notre point de vue, les suivantes. D'abord, leur faible niveau scientifique, qui affecte directement le niveau réel de qualification de la main-d'œuvre, et ce, dans un contexte de forte compétition mondiale pour les segments les plus qualifiés
de main-d'œuvre. Dit plus clairement, c'est au niveau de la formation dans le domaine scientifique le bas blesse. Deuxième carence, très importante, qui a même des conséquences politiques, l'orientation idéologique dominée par une lecture réductrice et littérale du patrimoine des civilisations arabes islamiques, combinée avec leur manque d'ouverture sur les autres cultures et les valeurs universelles. Voilà les deux carences sur lesquelles on peut revenir, si vous voulez, après, qui, de notre point de vue, expliquent les problèmes dans ce domaine crucial. Les auteurs qui abordent souvent les questions de formation, de recherche, de transfert de technologie mettent l'accent sur les distorsions qui existent entre les différents pays. On le verra tout à l'heure, on en parle longuement dans l'ouvrage que je vous présente à la fin. L'un d'eux propose un véritable choc de créativité, particulièrement en revoyant de fond en comble les programmes de formation liés souvent à des choix politiques aberrants. Le second, la nécessité de mettre en œuvre une coopération technologique sur la base de partenariats entre institutions de formation, mais surtout entre les entreprises. Il y a beaucoup de relations entre les entreprises aujourd'hui en Méditerranée, entre le Nord et le Sud, mais la relation en perd parce qu'elles sont limitées à des aspects simplement commerciaux et le transfert technologique ne se passe pas comme il devrait se passer. En continuant sur la présentation de tout ce monde, je voudrais aborder maintenant la question des conflits, des défis et des tentatives d'organisation régionale qui ont eu lieu à travers les dernières décennies. Les conflits importants, vous les connaissez, je les rappelle, il s'agit essentiellement du conflit israélo-palestinien qui dure depuis très longtemps, on ne voit pas encore la fin. La tension algéro-marocaine concernant le Sahara occidental, problème des minorités religieuses ou ethniques et de guerre civile en Syrie. Une situation précaire s'ajoute à cela, une situation précaire en Libye, avec une intervention occidentale qui a été très problématique, qui a plus posé de problèmes qu'elle en a réglé, des remous en Égypte, au Yémen, en Tunisie, et des répercussions sur d'autres régions, comme par exemple sur le centre de l'Afrique avec le problème au Mali, et les organisations terroristes en action dans des pays comme l'Algérie, l'Irak, et d'autres comme l'Iran, encore une fois, si on se réfère à l'information d'aujourd'hui. C'est une région convoitée. Présence lourde des USA, particulièrement sur le plan militaire, et des forces de l'OTAN. La Russie et la Chine en position d'attente active. Cette notion de position d'attente active, on pourra en parler tout à l'heure parce qu'elle est extrêmement importante. Il est évident que les pays émergents comme la Russie, la Chine et d'autres n'accepteront pas dans les décennies qui viennent la primauté à ceux qui ont eu la main surtout pendant plus longtemps. Il y a beaucoup de défis. J'ai choisi de vous parler de 2 ou 3 grands défis. Le défi que j'appelle défi vital concerne le problème de l'eau au sein des pays. C'est un problème très préoccupant. En plus, les risques de conflits régionaux sont réels, là où le partage de cette source de vie est contesté, particulièrement au Moyen-Orient. Les conséquences négatives du changement climatique renforceront malheureusement les processus de désertification déjà en cours et accentueront des déficits en ressources hydriques, pesant de plus en plus lourdement sur les conditions à la fois de mise en œuvre des politiques de développement et de vie des populations. Les enjeux de développement durable, là aussi c'est particulièrement pour la Méditerranée. Les enjeux du développement durable sont particulièrement saillants en Méditerranée. Le milieu naturel subit des pressions particulières venant du tourisme. Oui, du tourisme. L'été, le littoral de la Méditerranée, le littoral, pas les pays, le littoral, parfois triple de population. Venant du tourisme, de la concentration urbaine sur le littoral, du développement de l'agriculture irriguée, de la non-gestion de certaines régions montagneuses, de la surpêche, qui est, contrairement à ce qui se passe dans les pays européens, pas très bien réglementé, du transport maritime intercontinental Asie-Europe, puisque c'est une mer qui est traversée par un flux extrêmement important
de bateaux et qui transportent des marchandises, mais qui aussi évacuent tout ce qu'elles peuvent évacuer. Ces pressions s'exercent sur des ressources limitées et fragiles, s'agissant de l'eau, des zones côtières naturelles et du milieu marin. Face à tous ces problèmes, et depuis longtemps, il y a des tentatives d'organisation qui me fait des misères. Tentatives d'organisation depuis, moi je remonte grosso modo au moment de l'indépendance de certains pays, c'est-à-dire les années 60. Il y a eu de tout temps des accords d'association, pour ne citer que certains, la PMR, la politique méditerranéenne rénovée de 92, le processus de Barcelone en 95, processus de Barcelone qui avait été lancé par le président français de l'époque et qui a réuni l'ensemble des membres de l'Union de l'époque, l'Union européenne de l'époque et les pays de la Méditerranée, et puis l'Union de la Méditerranée transformée rapidement en Union pour la Méditerranée. Et puis le Grand Orient, proposé et vite abandonné par les USA, qui était, excusez-moi du jugement de valeur, une sorte de débilité inimaginable, d'ailleurs ça s'est tout de suite tombé à l'eau. Je voudrais m'arrêter sur la notion d'union de la Méditerranée et l'union pour la Méditerranée, parce que ce n'est pas uniquement un problème sémantique. Le président français de l'époque de 2007-2008 avait, dans ses discours, accordé beaucoup d'importance à la Méditerranée. Et, à mon avis, il cherchait à atteindre deux objectifs. Et il ne voulait qu'une union, il voulait une union que des pays de la Méditerranée. Son objectif, c'était de faire de la France le leader, puisque c'est le pays le plus important de la Méditerranée, et puis peut-être avait-il un peu en tête de régler, ou d'évacuer plus exactement, le problème turc pour l'Europe, et de le régler dans le cas de Méditerranée. Cette union de la Méditerranée a été complètement battue en brèche, les Allemands se sont opposés, et l'ont obligé, malgré le soutien de l'Espagne et de l'Italie, l'ont obligé de revenir à l'Union pour la Méditerranée, c'est-à-dire qu'il comprend l'ensemble des pays de l'Union européenne. Vous imaginez la Belgique, Luxembourg, l'Allemagne, et puis les pays comme la Hollande, etc., composant cet espace qui perdent de son intérêt. Mais les Allemands ont avancé le fait qu'eux aussi pouvaient, s'ils ne faisaient pas partie de cette union pour la Méditerranée, qu'ils pouvaient mettre en place un cadre à leur nord et à leur est, parce qu'ils se sentaient exclus de cet ensemble. Perdure, on peut noter la Ligue arabe, l'Union du Maghreb arabe, l'Organisation de la conférence islamique. Ce sont autant de cadres de concertation, parfois utiles, mais pas toujours efficaces. Voilà pour, si vous voulez, toute cette première partie. J'ai essayé de vous mettre en tête un peu le cadre de cette région pour que vous ayez un peu tous les repères sans aller en profondeur sur chacun des aspects, quitte à, si vous le souhaitez, qu'on le reprenne l'un des aspects tout à l'heure lors du débat. La deuxième partie, je l'ai intitulée la problématique de base et qui est pour moi la laïcité face à l'islamisme. Je vais vous présenter un certain nombre de définitions courtes, simples, et comme elles sont simples, elles sont incomplètes évidemment, et mettre face à face ces deux notions, ces deux idéologies, et revenir un peu dans l'histoire m'explique. La laïcité. La laïcité prend la liberté de croyance, compris de ne pas croire aux préceptes des religions. Donc la laïcité, c'est le fait de faire ce qu'on veut en quelque sorte en matière de religion. Deuxièmement, la laïcité sépare la religion de la politique, c'est-à-dire que la laïcité considère la religion comme une affaire personnelle et qu'il n'y a pas à mélanger la gestion de la cité, la gestion politique, avec les préceptes des religions, quelles que soient les religions. Et la France est un pays qui, au début du dernier siècle, a connu des décennies de lutte sur ce terrain. Les textes qui régissent la société sont élaborés selon un processus démocratique
en application de la laïcité. La laïcité est souvent considérée comme une doctrine ou une conception opposée aux religions par certains, et particulièrement par les islamistes. La définition qu'on a quand on est en Occident, en France ou ailleurs, elle est limpide, c'est celle que je donnais très, très rapidement au début. Mais tous ceux qui sont liés aux religions pour une raison ou une autre considèrent, malgré cette définition de liberté de croire ou de ne pas croire, que la laïcité, c'est quand même une idéologie contre les religions d'une manière, parce qu'elle les exclut de la place publique en quelque sorte. Islamisme. Une remarque au départ, la différence entre islamisme et islamique. Un musulman, c'est quelqu'un qui applique la religion musulmane, qui suit la religion musulmane. Islamique, c'est un qualificatif qu'on applique quand on veut se référer à quelque chose qui a trait à la religion musulmane. L'islamisme met les préceptes des textes religieux, Coran et Sharia, je vous dirai tout à l'heure un mot, au-dessus des lois des hommes et considère la laïcité comme un concept étranger au monde musulman. Pourquoi étranger au monde musulman? Parce que, et ça, c'est pas seulement les idéologues, l'écrasante majorité des peuples musulmans ne peuvent pas comprendre qu'on ne puisse pas croire en Dieu, qu'on ne puisse pas avoir une religion, même si cette religion n'est pas la nôtre, n'est pas la sienne, n'est pas la leur. C'est une notion qu'il faut bien comprendre quand on parle de ces questions dont l'entendement est différent du nord ou du sud ou selon différents. Dans cet esprit, les textes et règlements peuvent être le résultat d'un processus démocratique à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec les textes sacrés. Voilà, court et bref. L'islamisme est un courant de pensée musulman essentiellement politique. Alors, il peut s'agir, par exemple, du choix conscient de la doctrine musulmane comme guide pour l'action publique, et c'est une citation que les islamistes eux-mêmes ne refutent pas. Donc, le fait d'utiliser les préceptes de l'islam pour l'action politique. Il peut s'agir aussi d'une idéologie utilisant l'islam en vue d'un projet politique, transformer le système politique et social d'un État en faisant de la charia, dans l'interprétation univoque qui est imposée à l'ensemble de la société, l'unique source de droit. Une constitution, mais pourquoi faire? C'est ce que se demandait en 1966 le roi Faisal d'Arabie Saoudite. Le Coran est la constitution la plus vieille et la plus efficace du monde, ajoute-t-il. C'est vrai que le Coran, c'est le texte religieux le plus récent et qui probablement a beaucoup plus que ceux qui l'ont précédé une volonté de prendre en charge les problèmes sociaux mais aussi politiques des citoyens, de ses membres. La question de la place de la religion en général et de la religion musulmane n'était pas absente aux yeux des architectes des premières constitutions des pays arabes. Les constitutions des pays arabes ne datent pas que d'aujourd'hui, elles datent depuis plusieurs décennies, déjà depuis le début du siècle dernier. Bien qu'elles soient différentes sur plusieurs sujets, les constitutions des États arabes sont similaires sur un point essentiel, c'est la référence à la religion musulmane, on va le voir. Tous les textes fondamentaux, à l'exception de celui du Liban, multiconfessionnisme historique, se réfèrent explicitement à l'islam. Alors, ne vous trompez pas, c'est pas parce que le Liban a une qualité particulière qu'on ne se réfère pas explicitement à l'islam et qu'il n'a pas comme religion la religion de l'État, c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs religions. Religion chrétienne, avec plusieurs types de comment dirais-je, de croyances, de religion musulmane. Donc mais ça reste un pays, malgré que la religion, puisqu'il n'y a pas une seule religion, l'islam n'est pas une religion d'État, la religion ou les religions sont très très présentes. D'ailleurs, la répartition des postes politiques entre le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée, etc., sont répartis en fonction des appartenances religieuses des uns et des autres. Une disposition presque identique figure dans quasiment tous les textes, c'est l'islam et la religion de l'État. Les États arabes de l'Est, les pays moyen-orientaux, se différencient quand même des États maghrébins par le fait que leur constitution prévoit la normativité de la loi islamique. La loi islamique est source de la législation positive, comme disent les juristes.
Depuis longtemps, et particulièrement depuis les années 20 du siècle dernier, les deux idéologies islamistes et laïques se sont affrontées dans le monde arabe. Là aussi, je le dis, je vous le redis, souvent les gens pensent que c'est un phénomène nouveau. Pas du tout. Le mouvement islamiste des frères musulmans, dont on entend beaucoup parler en Égypte, a joué un rôle prépondérant face aux différents partis prenant la laïcité et le socialisme, particulièrement le parti Baath. Là aussi, le parti Baath, dont je vais parler un peu plus tard, on me dit aujourd'hui qu'il était laïque, mais je ne sais pas si au départ, plutôt je sais qu'il ne s'est pas défini réellement comme laïque. Mais par contre, comme il a été lancé par des Arabes chrétiens et musulmans, il avait plus un objectif panarabiste pour lutter contre l'islamisme qu'un objectif de laïcité. Suite au soulèvement des années 11-12 et l'année actuelle, il n'est pas question de s'avancer dans une démarche de divination ou de futurologie. Au moins, il est possible de regarder l'avenir sur la base des données du présent et en l'esprit des leçons de l'histoire. Il s'agit d'esquisser des hypothèses d'évolution. Mais au préalable, quelques remarques. Donc, je vous proposerai les hypothèses auxquelles je pense et je donnerai les raisons pour lesquelles je les propose. Alors, les remarques préalables, c'est les suivantes. Nahda ou Tawrad. Nahda, ça vous dit quelque chose, puisque le nom du parti qui est en Tunisie. Donc, toute la question et la révolution, ça dépend qui c'est qui veut en profiter. Les régimes arabes sont différents, mais ont beaucoup de caractéristiques en commun. Absence ou faiblesse de la démocratie. Place importante de l'armée dans les affaires publiques. Vous avez vu qu'en Égypte, qu'en Tunisie, le président, au moment où il est parti, c'était vraiment au moment où il s'est aperçu que l'armée n'allait pas le soutenir. L'armée tunisienne n'étant pas une armée très impliquée dans les questions politiques, ils sont en train de changer puisqu'elle est attaquée, les extrémistes sont en train de l'attaquer un peu partout. Corruption accompagnée d'un profond sentiment d'injustice. Moyens d'expression contrôlés, appui des gouvernements aux pays occidentaux, appui des gouvernements des pays occidentaux, mais aussi des autres grands pays. Il ne faut jamais oublier ce point. Pour un certain nombre de raisons essentiellement commerciales, on avait porté au nu les régimes égyptiens, tunisiens, etc. Ça ne posait pas, même libyens, ça ne posait pas beaucoup de problèmes à ceux qui les recevaient, qui traitaient avec eux, etc. Deux grands mouvements ont permis les soulèvements. Je vous fais juste une remarque à ce niveau. Vous avez entendu parler des événements qui sont passés en Algérie, ça fait 22-23 ans de cela, qui ont donné une guerre terrible, une guerre civile terrible. Ces événements, quand ils sont passés en 88, n'ont pas du tout donné lieu à des événements similaires dans les pays voisins, alors que ces pays avaient les mêmes responsables qu'aujourd'hui. Je pense que la raison essentielle, bien sûr la situation était un peu différente, mais la raison essentielle, c'est que les moyens de communication n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut passer les photos dans la seconde de ce que l'on veut, on peut se mobiliser, etc. Donc, les grands mouvements qui ont permis les soulèvements sont les suivants. Le mouvement mené par la jeunesse, par une jeunesse ayant accès aux moyens modernes de communication que les régimes en place ne pouvaient plus contrôler. Programmes TV, les téléphones mobiles, les réseaux sociaux et toutes les possibilités qu'offre Internet. Ça, c'était quelque chose de très nouveau pour les régimes en place qui contrôlaient toute la communication et d'un seul coup, ils se sont trouvés face à des moyens de communication qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ces mouvements spontanés ont été souvent déterminants dans les soulèvements, mais ils ne sont pas toujours organisés, souvent sans implication concrète dans des projets de relève. Ce sont des mouvements, en fait, qui ne sont pas du tout portés par des partis politiques. Deuxième mouvement qui ont permis le soulèvement, c'est les mouvements islamistes. Les mouvements islamistes, avec une infrastructure importante de lieux de culte, et donc de rencontres, véritable réseau à leur disposition, une proximité avec les milieux populaires depuis longtemps. C'était d'ailleurs les seuls véritables mouvements d'opposition au pouvoir en place. Des actions caritatives de grande ampleur, c'est le phénomène, c'est les actions classiques des populistes, mais aussi un discours simple, simpliste,
et compréhensible, et surtout des promesses en attendant la réalité du pouvoir. Une Tunisienne travaillant dans les champs, qui avait une formation, comme c'est souvent le cas dans des pays du sud de la Méditerranée, avec des diplômes, on se retrouve à être taxieur ou travaillant dans les champs. À la question que je lui posais en lui disant « Pourquoi vous votez pour les islamistes ?», elle m'a dit « C'est les seuls que je comprends. Moi, les responsables politiques de Tunis, quand ils parlent, je ne les comprends pas. » C'est un facteur extrêmement important. Et là aussi, c'est une caractéristique des mouvements populistes. Dans les deux démarches, l'objectif est que les dirigeants partent. Ça, c'est déjà réalisé. Maintenant, il faut que la relève se fasse. Et c'est un autre problème. Quelle relève ? Les résultats des élections sont, et j'ajoute et seront, partout sensiblement les mêmes. Avec des mouvements islamistes unis dans un plan, une sorte de regroupement temporaire vont se faire et se déroulent. Je vais prendre deux exemples. Au Maroc et en Tunisie, les islamistes, lors des dernières élections, les islamistes n'ont pas eu la majorité. Par contre, ils sont arrivés en premier parce que face à eux, il y avait un certain nombre de mouvements, de partis, qui d'ailleurs pour la Tunisie et le Maroc ressemblent un peu à ce qu'on voit en France, c'est-à-dire des mouvements qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, et qui donc se sont retrouvés totalement divisés par rapport aux islamistes qui, eux, pour l'instant, sont unis en dehors de cette question des salafistes, là aussi qu'on verra. Donc, même quand ils n'ont pas la majorité absolue, comme c'est le cas en Égypte, eh bien, ils ont pu avoir la majorité relative parce que face à eux, les autres partis ne sont pas concertés, en tout cas politiquement. L'enjeu le plus important concerne l'avenir de la démocratie, plus l'avenir de la démocratie que la laïcité. La liberté d'expression est un apprentissage et souvent quand on parle de démocratie, on parle de vote, mais voter est nécessaire, savoir voter est indispensable. Moi je me rappelle même dans un pays comme la France, quand on a voté les traités de Maastricht ou le traité de Lisbonne, je ne connais pas beaucoup de Français qui ont voté en sachant exactement ce qu'il y a dans ces gros documents qu'on a proposés pour le vote. Et ça nous interpelle sur la démocratie, parce que bien sûr la liberté de vote est extrêmement importante, mais il faut absolument savoir aussi ce que l'on fait, c'est pas toujours le cas. Tout état de cause, le respect des résultats de vote, sans fraude, doit être indiscutable, mais ce n'est pas pour demain. Les hypothèses d'évolution, de mon point de vue. Je vous dirai aussi, je vous donnerai un point de vue sur les hypothèses d'évolution en Syrie avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Les trois hypothèses d'évolution qui se profilent sont les suivantes. Soit le statu quo, c'est-à-dire une reprise du pouvoir par les actuels dirigeants avec quelques corrections constitutionnelles ou des concessions marginales, très souvent avec l'appui des militaires. On peut citer là plusieurs pays. Le Maroc et l'Algérie sont des cas où on a fait quelques aménagements constitutionnels et c'est un peu le statu quo. Mais le statu quo ne perdure jamais. Deuxième possibilité, la prise du pouvoir par les islamistes sous des formes diverses, parmi lesquelles la modération peut être un argument très utilisé. Je dis bien parmi lesquels la modération peut être un argument utilisé parce que c'est un argument politique. La difficulté qu'ont aujourd'hui de plus en plus les islamistes, c'est qu'ils ne sont pas... ils commencent à être divisés, particulièrement ils ont un problème avec leurs extrêmes. Si vous voulez, on dira un mot sur la Tunisie et les islamistes en Tunisie qui sont au pouvoir ont de gros problèmes aujourd'hui avec leurs extrêmes. On a toujours des problèmes avec les extrêmes. Troisième hypothèse, la transition démocratique avec non seulement des élections transparentes, mais surtout l'émergence de forces alliant tradition et modernité. Ça, c'est une hypothèse qui est plus un rêve qu'une réalité, en espérant qu'elle arrive plus vite qu'on le pense. Évidemment, actuellement, c'est la seconde hypothèse qui semble se vérifier, malgré ce qui se passe dans des pays comme l'Égypte. Et on voit bien qu'il n'y a pas que les peuples pour différencier les responsabilités, et d'autres éléments peuvent rentrer en compte, particulièrement les éléments extérieurs. En effet, depuis plus de 2 années,
le monde arabe a connu donc des événements qui ont entraîné des chutes de régime, Tunisie, Égypte. En grande difficulté. Dans d'autres pays, Maroc, Algérie, Jordanie, Koweït, la pression populaire a obligé les dirigeants à engager des réformes très faibles. L'Irak, le Liban et le territoire palestinien en situation très précaire sont influencés par la situation de leurs voisins. Un pays comme le Liban, dès qu'il y a un tremblement de terre dans des pays à côté, il y a tout de suite des répliques sur le pays où le tremblement a lieu. Partout, une caractéristique majeure et dominante, c'est l'importance des mouvements islamistes et même des mouvements salafistes. Sachant la nature des régimes d'Arabie Saoudite et du Soudan et celle des pays musulmans voisins, Turquie, Iran, Pakistan, il peut sembler qu'une certaine uniformité à caractère idéologique est en train de s'installer. En réalité, de grandes divergences persisteront ou apparaîtront pour des raisons géopolitiques, d'abord, nationalistes, ethniques et religieuses. Il reste donc une certitude incontestable, un tournant historique a eu lieu pour les pays arabes. Pour la démocratie dans ce pays, il ne faut pas se tromper, quand même un mouvement a eu lieu, c'est un mouvement extrêmement important. Je ne pense pas que des dirigeants dans l'avenir feront comme ceux qui les ont précédés. Pour le comportement de leurs futurs dirigeants, ce que je vous disais, pour les pays arabes où les peuples sont encore empêchés de s'exprimer, il y en a beaucoup, parmi lesquels un grand allié de l'Occident, pour leur image dans le reste du monde, et c'est peut-être ce qui a aussi beaucoup changé. Les mouvements politiques qui prennent progressivement le pouvoir dans les différents pays arabes, grâce au processus démocratique engagé, accepteront-ils le débat, la contradiction et la transparence pour des élections futures? C'est pas sûr. Pour l'avenir, les peuples arabes et leur émancipation, c'est indispensable. Il ne peut y avoir de développement économique, culturel et social sans démocratie. Cette dernière phrase est d'une très grande importance. On n'estime pas assez les dégâts que font les dictatures. On parle d'injustice sociale, de hagara, de ce qui est, comment dirais-je, la misère, etc. Mais le véritable dégât, c'est sur les questions culturelles et sociales. Je voulais vous parler de 2 ou 3 sujets très rapidement pour un peu vous ayez l'information que j'ai voulu la plus concise possible. Je commencerai par le Parti Ba'ath. Je suppose que vous avez beaucoup entendu parler de Parti Ba'ath. Il a été créé en 1947. Sa caractéristique, c'est qu'il a été créé par des Arabes en Syrie, des Arabes musulmans et des Arabes chrétiens. D'ailleurs, le fondateur le plus connu, c'est Michel Aflaq, qui est un Arabe chrétien. Et c'était un parti qui prônait le panarabisme. Il était basé sur le socialisme arabe, le nationalisme. Et sa devise, c'était liberté, socialisme. Unité, liberté, socialisme, etc. Le parti Ba'ath a été chevauché par plusieurs responsables politiques arabes, dont Nasser, qui, le premier, a été grand partisan du parti Ba'ath. Le régime syrien des Sadat, père et fils, se sont appuyés sur le parti Ba'ath. Des partis comme le parti FLN en Algérie, après l'indépendance, a beaucoup emprunté au parti Ba'ath. De lui qu'il était, disons, laïque, mais à sa création, il ne rejetait pas la religion. Il annonçait qu'il n'était pas possible de mettre en avant la religion pour diriger le pays, pour diriger les affaires politiques. Le mouvement des Frères musulmans, fondé bien avant le parti Ba'ath, en 1928, par Hassan el-Banna, en Égypte. Et il était
au lendemain de l'effondrement de l'Empire ottoman, décidé à lutter contre l'emprise laïque occidentale et il prônait donc l'application des textes, les préceptes du Coran et de la Charia. En 1948, le face-à-face entre les bassistes, rappelez-vous le Ba'ath venait d'être créé, et les islamistes était terrible. Les frères musulmans assassinaient le premier ministre égyptien de l'époque et quelques mois après, le 12 février 1949, le fondateur du parti des frères musulmans était assassiné à son tour et commençait un face-à-face entre les bassistes et les frères musulmans et dans tous les pays arabes, un face-à-face qu'on peut retrouver chez des dirigeants comme Bourguiba en Tunisie, même si on ne peut pas traiter Bourguiba de baptiste, mais enfin, Bourguiba a beaucoup fait pour faire en sorte d'avoir un pays, disons, qui ne soit pas un pays dirigé par les préceptes de l'islam, loin s'en faut. On entend parler souvent aussi de la charia, particulièrement de la part de ceux qui veulent appliquer les préceptes de la religion. On parle du Coran, mais aussi de la charia. Le Coran, c'est simple. Le Coran, c'est le texte sacré, comme la Bible, le Testament. La charia, c'est beaucoup plus difficile à définir. D'abord, vous ne trouverez nulle part un document qui s'appelle la charia. La charia, en fait, c'est un ensemble de dizaines de milliers d'interprétations, de points de vue, d'avis de spécialistes de l'islam qui, depuis 14 siècles, ont essayé de décoder, de comprendre un texte extrêmement difficile, c'est vrai. Et donc, ça donne la charia. Et au départ, il y a eu 3 écoles pendant 2 ou 3 siècles, mais depuis 7-8 siècles, il y a énormément d'interprétations de textes, parfois contradictoires, mais ce qui permet à tous ceux qui dirigent et qui veulent appliquer ce dont ils rêvent de trouver toujours une interprétation qui leur convient. En fait, je vais vous dire 2 mots sur la charia en matière de texte. Aujourd'hui, on essaie de l'organiser. Elle est structurée en 2 parties. La première partie qu'on appelle l'ibadat, c'est en fait les 5 piliers de l'islam. L'unicité d'Allah, la prière, l'aumône et la charité, le jeûne, le pèlerinage à la Mecque. La deuxième partie, c'est le mu'amalat, qui concerne les interactions humaines. C'est cette partie-là qui contient les règles relatives. Et tout cela, c'est le résultat des interprétations, donc qui vont définir les transactions financières, les donations, les règles d'héritage, le mariage, le divorce, la nourriture et la boisson, les règles d'abattage, les règles de la guerre et la paix, les infractions pénales, etc., etc. Je voulais vous parler aussi du face-à-face chiisme, sunnisme, dont on parle beaucoup, un peu dans plusieurs pays, au Liban, en Syrie évidemment actuellement. L'essentiel. À la mort du prophète en 632, il y avait un problème de succession qui se posait. Ce problème de succession avait 2 possibilités. Soit c'était quelqu'un de sa famille qui prenait la relève, c'était le jeune Ali, cousin et gendre de Mahomet, soit ceux qui étaient ses compagnons et qui épousaient ses avis. Et en fait, ce sont ses compagnons qui ont eu le dessus, et c'est ainsi qu'Abou Bakr a été son successeur et a donné lieu à la naissance du sunnisme parce qu'il applique la sunna, c'est-à-dire la tradition, les règles de base. Face à lui, donc ceux qui ont perdu la succession et donc la possibilité pour le jeune Ali d'être au pouvoir s'appellent les chiites, du fait que c'est les partisans chiites Ali, en abrégé chiites. Mais ça, c'est, si vous voulez, l'explication historique. La réalité, elle est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, je vous dirai quelles sont les répartitions entre chiites et sunnites qui vous permettront de comprendre un peu les enjeux.
La différence entre les deux aujourd'hui, il y a beaucoup de différences, mais l'une des différences la plus importante, c'est que les chiites ont un clergé. Vous savez qu'il y a, par exemple en Iran, un ayatollah, et puis toute une structure, toute une hiérarchie religieuse. Évidemment, l'Iran, c'est le terreau du renouveau chiite, mais quand on voit la répartition, on s'aperçoit qu'il représente très peu. Aujourd'hui, sur 1,3 milliard, d'ailleurs je vous disais 1,6 milliard, puisque c'est les derniers chiffres d'aujourd'hui, les sunnites constituent un peu moins de 90, disons presque 90% de la population musulmane mondiale. Il n'y a pas du tout de chiites en Afrique ou en Asie, là où il y a le plus de musulmans. Les chiites sont entre 10 et 15%, et on les trouve essentiellement en Iran. En Irak, ils sont à 50-50. À Bahreïn, ils sont majoritaires. On les retrouve au Liban aussi. Mais ils ne représentent que 15%, 10 à 15%. Vous entendez parler aussi du salafisme. Le mot salaf veut dire tradition, veut dire ancêtre, prédécesseur. En fait, le salafisme, pour faire court, c'est une idéologie qui propose de revenir absolument aux règles de vie. Non seulement d'appliquer les préceptes de l'islam, mais de revenir aux règles de vie de l'époque du prophète. Donc, revenir au salaf, c'est le prédécesseur, l'ancêtre. Là aussi, c'est comme pour la question précédente, c'est rapidement dit, mais en fait, ce sont des mouvements qui se veulent veiller à ce que les préceptes de l'islam soient vraiment appliqués. Évidemment, quand vous rencontrez un salafiste et qu'il a un ordinateur et un téléphone portable, vous pouvez toujours lui poser la question: comment ça se fait qu'il ait ces instruments de travail? Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. Parlons d'un ouvrage que je viens de terminer, qui sortira en début décembre, et qui traite d'une partie des sujets dont je vais parler aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus large que cela. C'est un ouvrage qui s'appelle Méditerranée, la paix pour la Méditerranée. Alors évidemment, quand on parle de paix de la Méditerranée, à tous les amis que je rencontre, ils me regardent un peu en me disant est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Ben oui, je pense que le désir de paix est essentiel, en tout cas ce qui me concerne, et que la paix, il faut la défendre quand elle est en danger. C'est pas mon travail qui va la défendre, mais bon, nous, on essaye de faire un travail pédagogique. C'est un ouvrage collectif que je dirige, avec donc plusieurs spécialistes et surtout la participation de jeunes méditerranéens auxquels on ne donne pas assez la parole. C'est préfacé par deux auteurs connus par ceux qui s'intéressent à la Méditerranée, Paul Balta, qui a beaucoup écrit sur la Méditerranée, et la postface d'Antoine Sfer, que vous voyez certainement dans les émissions de télé sur le sujet, qui est un spécialiste du monde arabe. Le tableau qui est là, je l'ai demandé, c'est ma vision un peu de la Méditerranée, c'est-à-dire tout le noir, c'est tous les problèmes que nous rencontrons, et le bleu au milieu, avec ce petit voilier, c'est l'espoir. Ce travail-là, je l'ai demandé à une artiste peintre qui est d'ailleurs dans la salle, qui expose dans cette salle-là, que vous allez voir, c'est cette exposition qui s'appelle Adélia Martins, qui a eu la gentillesse de me faire le tableau que j'ai d'abord et que j'ai mis sur cette page de couverture. 390 pages, 15 auteurs spécialistes de différentes disciplines, la participation de 23 jeunes. 23 jeunes, ce sont 23 jeunes qui sont dans leur pays aujourd'hui. C'est des Égyptiens, Algériens, Français, Espagnols, Marocains, Tunisiens, Israéliens, Palestiniens. Et j'ai eu à traduire des textes de l'arabe et de l'anglais. J'ai fait traduire des textes de l'espagnol. Ils ont eu tous les mêmes questions, 14 questions, et ils ont répondu. Et je suis très fier d'avoir donné la parole aux jeunes de moins de 35 ans. C'est une publication juridique dans laquelle j'ai réalisé 8 textes. Les préfaces, j'en ai parlé, la postface aussi.
Le sommaire de cet ouvrage, je vais terminer par là, ça vous a une idée. C'est un ouvrage réalisé sous l'égide du Rotary. Ça vous rapproche un peu de l'Alliance. Mais moi, je le disais à certains membres du club, je suis le plus ancien Lyon Group, parce que je suis né Lyon. La préface est de Paul Baltard. La première partie sont les éléments d'histoire et processus d'organisation et de coopération. C'est un peu les choses dont je voudrais parler, évidemment, beaucoup plus détaillées, mais avec des avis de 7 ou 8 sur la première partie, spécialistes de sujets extrêmement intéressants. Il y a un texte extrêmement important sur la question de la recherche, de l'enseignement, qui est très instructif. La deuxième partie, c'est un peu les défis, les enjeux. Là aussi, il y a eu un texte sur la Méditerranée écrit par une dame qui est la directrice de l'Institut océanographique de Monaco, qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Puis la vie des jeunes. Et nous avons mis en place un comité, ce comité qu'on appelle le comité de lecture et d'éthique, composé de moi-même, du directeur de Sciences Po Menton et de cette dame qui est la directrice de l'Institut océanographique de Monaco. Il y a un certain nombre d'annexes. L'objectif de tout ce travail, il y a deux objectifs. L'un, de la caractère culturel, scientifique, c'est un objectif pédagogique, voilà, pour faire court. Et deuxièmement, tous les bénéfices de la vente de cet ouvrage, nous allons les utiliser pour les remettre à une association d'enfants maltraités. Merci pour votre attention. Voilà pour clore cette émission RVPB spéciale conférence de Nadir Benmati, donc qui avait pour thème interrogation sur les perspectives d'avenir des pays du sud de la Méditerranée. Et bien sûr, en fin d'émission, vous l'avez entendu, Nadir Benmati vous a présenté son nouvel ouvrage Méditerranée. Et donc j'espère que cette émission RVPB vipradioonline.fr vous a plu. En tous les cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés en direct et en podcast sur nos blogs et réseaux sociaux et sur notre site internet. Et à très bientôt pour un prochain reportage. C'était Jérôme en direct de Cagnes-sur-Mer au domaine du Loup.